Salam à tous. En ce moment, il y a un gros débat sur Internet sur le marxisme et la psychanalyse, avec d'un côté Paduring et Position Revue, et de l'autre côté les décoloniaux comme Ouria Boutelja, Norman Ajari et moi-même. Tous les gens qui nous font croire que des comme Ajari pensent l'esclavage moderne, voilà. Il y a des gens beaucoup plus sérieux que lui qui pensent l'esclavage bien mieux. Et donc, Ruffin ou Roussel, etc., ou, vas-y, je m'en bats les couilles, Ouria Boutelja, ou je sais pas quoi, devraient être insultés pour pouvoir dire des trucs en mode « Ah, mais la nation, le machin, etc. » Non, et je vais le dire, il a fait une vidéo pour nous dire « Ouais, vous les Blancs, on vous a trop mis... on vous a pas assez mis la pression, le mouvement antiraciste, on va vous mettre la pression. » Eh Wissam, je te le dis, droit dans les yeux, là c'est par caméra, mais en face-to-face ce sera la même, tu vas mettre la pression à personne. Et moi je vais te le dire, non seulement tu vas mettre la pression à personne, mais la pression c'est nous qui allons te la mettre encore plus fort que ça. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Alors aujourd'hui on va mettre les choses au clair et on va rester sur le fond, mais en essayant d'être accessible, et vous allez voir, on va pas utiliser des mots trop compliqués. Mais avant ça, abonnez-vous à Parole d'Honneur, likez cette vidéo et partagez-la. On m'a demandé d'oublier les années de saigner, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la frais. On m'a demandé d'oublier. Il y a deux épistémologies différentes entre le marxisme et la psychanalyse. Les marxistes qui s'inscrivent dans le système marxiste peuvent pas à la fois s'inscrire dans la psychanalyse. Ils peuvent puiser des idées par-ci par-là, mais ils doivent au bout d'un moment choisir entre être psychanalyste ou être marxiste, tu vois. Alors, marxisme et psychanalyse sont-ils compatibles? Nous, on pense que oui. Et avant toute chose, je rappelle quelque chose, c'est que la défense de la psychanalyse, elle n'est pas spécifiquement décoloniale. C'est quelque chose de courant et même chez les marxistes français les plus orthodoxes, à commencer par Paduring lui-même en 2021. Et il me semble qu'en 2021, Paduring, il était déjà marxiste. À l'époque, il défendait même Freud du point de vue de l'épistémologie. En fait, c'est pas étonnant parce que Paduring, il doit une part de sa formation politique au PRCF, dont l'une des têtes pensantes et fondateurs est Georges Gastaut. D'ailleurs, Paduring le cite souvent comme une référence intellectuelle, notamment en matière de sciences. Mais que nous dit Gastaut sur la psychanalyse? Eh bien, il la défend, notamment dans cet article de commémoration des 80 ans de la mort de Freud. Gastaut y critique, je cite, l'épistémologie anti-marxiste et anti-Freud de Saint Karl Popper. L'épistémologie, c'est l'étude ou la philosophie des sciences. Et Karl Popper est la figure majeure de l'épistémologie dominante parmi les scientifiques. Alors, Paduring, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2021? Entre-temps, tu as peut-être dépassé l'épistémologie marxiste de Gastaut, et c'est très bien. Mais alors, il faut que tu nous expliques pourquoi Gastaut est un révisionniste et un idéaliste qui ne comprend pas l'épistémologie marxiste. Plus sérieusement, pourquoi l'épistémologie marxiste et l'épistémologie anti-marxiste de Karl Popper sont absolument incompatibles? Pour faire simple, Karl Popper critique la psychanalyse parce qu'elle n'est pas assez réfutable, c'est-à-dire pas testable expérimentalement parlant. Donc ce n'est pas pour lui une science. Mais il y a un petit problème, c'est que Karl Popper dit exactement la même chose du marxisme. Les épistémologues marxistes comme Gastaut répondent qu'une théorie peut ne pas être testable aujourd'hui, puis devenir testable plus tard. Ça dépend en fait des conditions matérielles. Gastaut nous prend l'exemple de la théorie des cordes qui n'est pas testable aujourd'hui, mais peut le devenir avec de nouveaux accélérateurs de particules. Et c'est pareil pour la psychanalyse, ces théories peuvent devenir testables. Comme nous l'explique Félix Boggio-Ewand GP, un des fondateurs de la revue marxiste Période. Excellente revue. La psychanalyse, elle a évolué. Beaucoup de recherches sur l'observation, par exemple des tout petits bébés, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Aujourd'hui, la neuropsychanalyse aussi, avec des gens comme Mark Solms, Eric Kandel. Je veux dire, c'est des gens qui s'appuient sur l'observation empirique. Et c'est pareil pour le marxisme. La théorie de la valeur travail, très spéculative à l'époque de Marx, est devenue testable et testée seulement dans les années 80. L'épistémologie de Popper est une épistémologie idéaliste, qui sépare le monde pur de la logique et des idées du monde matériel de l'histoire. Que des théories, ou plus exactement, je dirais, des hypothèses, qui, à tel ou tel moment,
sont parfaitement spéculatives, donc n'ont pas de test empirique possible, deviennent, lorsque les conditions existent, lorsque les conditions mathématiques, lorsque les conditions expérimentales, conditions observationnelles existent, deviennent à ce moment-là des théories scientifiques. Donc l'épistémologie marxiste n'est pas du tout compatible avec la critique dominante de la psychanalyse, qui est basée sur l'épistémologie de Karl Popper. Feinde sind hauptsächlich die Faschisten, die Nazis und aber auch die kommunistische Diktatur. Paduring, toi qui maîtrises pas mal l'épistémologie marxiste, ça aurait été bien d'expliquer ça à ton public et à PsychoQuack lors de l'émission avec lui. Et tu m'as laissé tout seul. En fait, la critique de Paduring ne s'appuie pas sur une fine connaissance de l'épistémologie. Il te dit donc, oh, l'épistémologie, il peut y en avoir qu'une. Il peut y avoir qu'une épistémologie pour comprendre le monde. Voilà. Mais, par exemple, tu prends Le normal et le pathologique de Canguilhem, c'est un livre de ce qu'on appelle l'épistémologie historique et t'explique la formation du concept de normal et de pathologique. Ce n'est valable que dans le cadre précis de la médecine. En physique, quelle est la valeur des concepts du normal et du pathologique? Ce sont des catégories qui sont valables dans une science, c'est ça l'épistémologie, l'étude des catégories particulières historiquement constituées d'une science. Ce qui veut dire, lui, c'est une théorie de la connaissance. Une théorie de la connaissance. Il confond épistémologie et théorie de la connaissance. Au-delà de l'épistémologie marxiste orthodoxe, si ça vous intéresse, les décoloniaux sud-américains ont beaucoup travaillé sur la pluralité des épistémologies du Sud. Porque anteriormente a Descartes no había ninguna tradición, ni siquiera la cristiana, que argumentara una epistemología que pretende hablar desde el ojo de Dios o que pretende reemplazar que los humanos tengan todos los atributos de Dios. Esa epistemología, eso no existía antes. Mais pour Paduring, il est plus confortable de prétendre critiquer la psychanalyse depuis la position surplombante du grand maître épistémologue. C'est facile, surtout que la psychanalyse est déjà victime d'un grand discrédit dans certains milieux scientifiques et dans certains milieux de gauche, donc personne n'est vraiment regardant. Puis les gens sont très vite impressionnés dès qu'on dit épistémologie. La critique de Paduring se base en vérité plus humblement sur sa pratique psychiatrique personnelle et sur le plan théorique sur une psychologie, pas une épistémologie. La psychologie marxiste de Lucien Sèvres. Lucien Sèvres critique à juste titre l'idéalisme anti-marxiste de Freud, qui fait passer le psychique avant le social. Il écrit « À méconnaître de la sorte l'essence sociale du psychique, on est conduit inévitablement à attribuer une essence psychique au social. » C'est l'inverse de Marx qui dit « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est au contraire leur être social qui détermine leur conscience. » Lucien Sèvres critique aussi la théorie de Lacan, héritier de Freud. Que l'inconscient nous soit donné pour structure comme un langage, cela représente sans aucun doute un progrès considérable par rapport à la conceptualisation freudienne originelle, selon laquelle il serait structuré comme un organisme biologique, car qui dit langage dit rapport social. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi ne pas regarder à plus forte raison ce que peut lui apporter l'économie politique? Les critiques de Sèvres contre Freud et Lacan sont pertinentes. Mais pour les décoloniaux, la psychanalyse ne se résume pas à Freud et Lacan. Il faudrait aussi préciser de quel Freud on parle et de quel Lacan on parle. Est-ce qu'on parle du Freud avant son tournant pessimiste qui partageait un espoir dans le socialisme, des thérapies accessibles à tous et encourageait ses disciples les plus gauchistes à innover? Est-ce qu'on parle du vieux Lacan qui commençait à remettre en question la centralité du complexe de type mis en avant par Deleuze et Guattari? Ça, c'est un autre sujet. En fait, nous, décoloniaux, on a un rapport critique à la psychanalyse. Et pour cause, en 2019, 80 psychanalystes publient une tribune dans Le Monde contre le pire dont Ajari, Boutelja et moi-même faisions partie à l'époque. 80 psychanalystes. Est-ce que vous avez 80 psychanalystes qui se sont opposés à vous? Je crois pas. Je savais pas qu'il y en avait autant en France. Ils se sont tous opposés à nous. Donc, on a notre propre approche de la psychanalyse. Mais Position Revue et Paduring sont convaincus qu'Uriya Boutelja,
comme Sandra Lucbert, étrange, suivent docilement Frédéric Lordon. C'est-à-dire que quand on critique notamment Ouria Boutelja et PDH, en fait, on les critique. Pourquoi ? Parce qu'ils se soumettent à l'épistémologie de Lordon, tu vois, c'est-à-dire les affects, le spinozisme, le retour de la psychanalyse et tout. C'est faux. Écoutons la réponse de Sandra Lucbert. En fait, ils ont attaqué notre livre qu'on a fait avec Frédéric et ils l'ont attaqué en s'adressant uniquement à Frédéric. Ça s'appelait Le livre de Lordon. Je précise que j'ai fait ce livre avec lui, que j'y ai passé 6 ans de ma vie. Donc il y a quand même un moment, c'est pour ça qu'il se moquait au début en disant « est-ce que j'existe ?» Et donc j'ai dû faire un texte pour leur faire voir ce qu'ils ne voyaient visiblement pas, à savoir qu'ils ont un inconscient. Ils ne le savaient pas, mais nous on le sait maintenant. Ils ont un inconscient et cet inconscient a été informé par le patriarcat. Ça fait des années, peut-être 20 ans, que j'écris en articulant les affects avec la question de l'expérience vécue et le matérialisme historique. Donc c'est très bizarre. Je sais pas, je me souviens par exemple de ce texte dont le titre était Pierre et Djamila. C'était fondé sur l'expérience indigène, sur les affects indigènes, sur les sentiments indigènes face au racisme. Les Blancs, les Juifs et nous est un livre totalement fondé sur cette articulation entre les affects et la politique et le matérialisme. Donc voilà, c'est peut-être parce que je suis une femme. Position revue et pas du ring s'attaque aussi à Lordon, Lucbert et Merteuil sur la psychanalyse. Mais ici, on va se concentrer sur les décoloniaux qui pensent par eux-mêmes et qui ont leurs propres sources. Au-delà de Freud, Lacan et Lordon, Boutelja et Ajari se réfèrent plutôt à Reich et à Fanon. Ouria écrit « Comme le faisait déjà remarquer le psychanalyste communiste Wilhelm Reich dans l'entre-deux-guerres, le mouvement socialiste ne défend pas l'affirmation de la vie en ce qui concerne les masses laborieuses, mais seulement quelques revendications économiques essentielles. » Et Reich comme Fanon ont dépassé les approches trop idéalistes et individuelles de Freud. Reich écrit « En fin de compte, les destins du complexe d'Oedipe s'avèrent comme tout le reste dépendants de la structure économique de la société. » Fanon de son côté aussi avait élaboré une critique théorique de la psychanalyse et la non-universalité du complexe d'Oedipe aux Antilles, et une pratique collective de la psychiatrie. Et en fait, même un marxiste classique comme Gastaut ne se réfère pas juste à un Freud idéaliste, mais au freudo-marxisme de Marcuse, plus matérialiste. Herbert Marcuse écrit « La pénurie enseigne aux hommes qu'ils ne peuvent pas satisfaire librement leurs pulsions instinctuelles, qu'ils ne peuvent pas vivre sous le principe de plaisir. La raison qu'a la société d'imposer la modification décisive de la structure instinctuelle est ainsi de nature économique. » Malgré tout ça, pour position, l'épistémologie de la psychanalyse est condamnée à être incompatible avec le matérialisme dialectique. Le marxisme, c'est quand même intéressant, mais voilà. Mais il y a des trucs qu'on ne connaît pas trop, et donc il nous faut de l'idéalisme. Alors tantôt, ils vont le chercher dans de la psychanalyse, tantôt, il y en a certains qui vont le chercher, tu sais, dans une espèce de l'esprit des peuples, des choses comme ça. C'est pas forcément dit comme ça, mais ça peut être, voilà, l'esprit des peuples noirs était comme ça, l'esprit des peuples indiens était comme ça. Comme si c'était quelque chose qui précédait toute forme de fonctionnalité, tu vois. Moi, j'aime bien cette idée de fonctionnalité. Le matérialisme dialectique, pour moi, c'est quelque chose qui explique la fonctionnalité. À la fin, si les choses se font, c'est qu'elles remplissent une fonction. Sauf que des psychanalystes comme Wildocher ont pensé cette fonctionnalité. Cette notion qu'il peut y avoir dans une réponse dépressive avec un déterminisme organique, en quelque sorte, fonctionnel, alors qui peut être lié à une altération anatomique, pourquoi pas, une altération physiologique, un facteur génétique, pourquoi pas, et qui peut aussi être une réponse dépressive, fonctionnelle, à un environnement psychosocial pathogène. La psychanalyse actuelle, elle s'est très très largement développée dans le sens d'une approche relationnelle, c'est-à-dire l'idée que finalement l'être humain est un être social dès les origines, enfin dès la naissance en fait. Comme le dit Wildocher, c'est ce qu'il appelle un processus de co-pensée, quoi. C'est plus du tout l'idée que le patient, et c'est son cerveau, c'est sa pensée, c'est son esprit, et que c'est ça qu'on va triturer de séance en séance. Vous l'avez compris, la critique de ces maîtres en épistémologie marxiste n'a pas de base solide ni dans l'épistémologie marxiste, ni dans l'étude approfondie de la psychanalyse. Alors pourquoi malgré tout nos amis matérialistes tiennent absolument à dire que la psychanalyse est contraire au marxisme? En vérité, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'épistémologie.
Cette critique sert surtout à disqualifier l'usage politique de notions mobilisées par Boutelja et Ajari. Les affects, la libido, la dignité, la jouissance de faire souffrir, le kiff des blancs sur la on peut pas le dire. C'est un peu central, je crois, non? Pour Houria Boutelja, il s'agit de refaire ce que la droite sait mieux faire actuellement. Mobiliser les affects, notamment les affects des petits blancs. Les prolos français qui ont voté pour Sarkozy ou Le Pen n'attendent pas d'eux qu'ils augmentent seulement leur salaire. Ils votent pour des valeurs, quoi qu'on puisse penser de ces valeurs. Et à des valeurs, on n'oppose pas 1 500 €, mais d'autres valeurs. On oppose de la politique et de la culture. Et c'est ce qu'a commencé à faire Mélenchon. Zemmour comprend parfaitement ça quand il dit « Quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, qu'est-ce qu'il dit ? Il prend un mot qui fait plaisir, hein, on pense aux jolies martiniquaises et aux punch. Mais en vérité, c'est pas ça qui nous guette. Ce qui nous guette, c'est les voiles et les kebabs halal. » Face à son imaginaire libidinal réprimé de grands remplacés impuissants, Zemmour ressent instinctivement dans la créolisation un imaginaire libidinal libéré de métissage. Il partage ses angoisses avec le reste de l'extrême droite. Honnêtement, les gens ont tellement changé. Les gens ont changé. Moi, je n'ai jamais vu, quand j'avais 18 ans dans mon quartier, une fille voilée. Il y avait plein, en particulier, d'Algériens et d'Algériennes. On trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous vous rappelez, les beurrettes et tout. Attendez, aujourd'hui, elles sont pas sexy, ça c'est le moins qu'on puisse dire, elles sont voilées. En cela, la créolisation de Mélenchon est d'ailleurs critiquable, étant donné sa sombre réalité historique aux Antilles. Mais elle a le mérite de répondre à l'extrême droite sur le bon plan, celui des affects, de la libido, des pulsions, et pas uniquement sur un plan matériel. Reich, à son époque, critiquait déjà les marxistes qui résumaient le succès du fascisme simplement par une classe ouvrière dupée malgré elle. Alors que ce n'était pas tout. Pour reprendre les termes de Deleuze, Hitler les faisait bander. Mélenchon dit aussi « Mohamed est un beau prénom ». Boutelja puis Cassandre salue cet usage des affects, mais Position Revue distribue les bons points de vocabulaire matérialiste. Il corrige. Cassandre, tu viens de dire, Mélenchon, quand il dit Mohamed, c'est un beau prénom, est-ce qu'il mobilise des affects? Mais il mobilise pas que des affects. Mais si c'est pour à la fin de dire, mais non, mais quand on dit affect-nous, il y a aussi de la raison et de la projection de la conscience possible, bah dites conscience possible en fait, ou dites conscience de classe. Affect ou émotion, c'est plus court et plus clair. Mais ce serait déjà trop idéaliste pour le matérialisme dialectique. Alors oui, on pourrait s'amuser à tout reformuler, à ne pas dire affect, mais conscience possible. Ne pas dire conscience, mais l'écho du monde internalisé, pour reprendre Duc Tao, je pense que tu connais pas du ring. Ne pas dire libido réprimé, mais conséquences sexuelles de la pénurie, pour reprendre Reich et Marcuse. Bref, on pourrait se la nouille pendant longtemps. Mais cette police du langage matérialiste n'a aucun intérêt en soi. C'est, dans le fond, une police sur les débouchés politiques qui en découlent. Pas du ring ose dire « je ne vois pas sur quoi ça débouche ». Et donc c'est pour ça qu'on se bat contre ces idéologies-là. C'est pas des personnes ou quoi que ce soit, ce sont contre des formes de pensée qui ne disent rien, ne pensent rien, au mieux décrivent, mais ne transforment jamais. Voilà. C'est toute la problématique d'ailleurs, parce que si tu commences à dire, je crois, un de mes souvenirs de ce que disait Jarry, c'est qu'il y a un truc en plus quand même du marxisme que le marxisme n'explique pas, c'est la jouissance à faire souffrir autrui. C'est un truc comme ça qui raconte un truc un peu psychanalytique bizarre. Voilà. Qu'est-ce que t'en fais politiquement, tu vois ? Comment tu penses la transformation du monde si tu te dis, les Israéliens, ce qu'ils veulent là, c'est jouir de faire souffrir les Palestiniens, tu vois ? Qu'est-ce que t'en tires politiquement ? Comment tu transformes la situation ? Quels sont les débouchés à cette pensée ? On a du mal à y croire. Rappelons que le débat implique un des intellectuels marxistes les plus engagés, Lordon, et des personnes qui militaient au Parti des indigènes de la République, Norman, Houria et moi-même, quand eux n'avaient aucune existence politique publique. On a milité des années contre le racisme, contre les violences policières, contre l'impérialisme, pour la Palestine, pour que ces sujets soient enfin pris en compte par les organisations de gauche qui nous méprisaient. On mettait en avant la lutte contre l'islamophobie, tandis que vous végétiez dans un marxisme chauvin et islamophobe. Et d'ailleurs, ce débat sur les affects et tout ça, ça nous rappelle le débat qu'on avait avec cette même gauche blanche, ces mêmes marxistes, sur le mot race. Ils nous disaient pareil à l'époque.
c'est pas scientifique, c'est anti-marxiste, faut pas l'utiliser. Eh ben, vous voyez, le produit de nos luttes, maintenant, c'est devenu un sujet important dans la gauche marxiste. Et d'ailleurs, on pourrait dire que Paduring, c'est un peu le produit de nos pressions. Donc, il y a déjà eu des débouchés politiques concrètes à nos luttes. La dernière en date est que cette gauche prend enfin en compte la lutte pour la Palestine. Et les débouchés politiques actuels proposés par Boutelja et Ajari sont très clairs. Pour la première, il s'agit de prendre aussi en compte les affects pour l'union des beaufs et des barbares. S'adresser stratégiquement aussi aux intérêts libidinaux, patriotisme internationaliste, drapeaux, hymnes, etc. des petits blancs et des non-blancs. Par conséquent, la question est la suivante. Comment concurrencer les rêves d'extrême droite et comment rêver plus passionnément à gauche? Pour Norman Ajari, on se demande bien où nos amis marxistes trouvent la confiance pour l'accuser d'être un afro-pessimiste tragique et contemplatif. Et quand il vient justement, il nous donne un peu le point en nous disant effectivement l'afro-pessimisme n'est que descriptif de la situation. Il n'est pas capable d'être prescriptif, c'est vraiment ce que dit Norman. Hein, donc voilà. Eh bien oui, on va considérer que juste décrire la situation, c'est insuffisant. Et ben, ce que dit Marx, c'est dire quand vous êtes contemplatif, vous n'avez pas la main sur le monde. Oui. Il suffirait de lire Norman Ajari pour comprendre l'absurdité. Tu en viens aux perspectives concrètes d'une politique d'autonomie noire. Et là, je vais spoiler direct. Tu parles d'un État fédéral panafricain et communiste. Ça se termine par le panafricanisme, ça se termine par la constitution d'États-Unis d'Afrique socialiste. D'ailleurs, rappelons que son dernier livre est un manifeste politique. Mais Position Revue compare ce militant afro-décolonial qui appelle au communisme noir aux aristocrates romantiques et tragiques. Cette vision du monde janséniste très rigoureuse, c'est la vision de la noblesse d'Europe, c'est-à-dire une partie de la société qui aurait les aspirations de la transformation comme la bourgeoisie, mais qui, coincée dans la noblesse, c'est-à-dire dans l'aristocratie, dans l'ancien ordre, ne peut pas résoudre ses aspirations. Et moi, je veux bien discuter de ça avec Norman et de faire le rapprochement entre l'afro-pessimisme et ça. C'est effectivement des pensées tragiques. Ok. They're the same picture. Selon eux, quand Norman Ajari parle de dignité, ce serait pour mieux s'insérer dans la société. Il y avait, par exemple, avant la révolution algérienne, avant le FLN, il y avait le mouvement national algérien de Messali Hadj ou l'UDMA de Ferhat Abbas, etc. Voilà, qui étaient des mouvements beaucoup plus intégrés, qui n'étaient pas révolutionnaires au point du FLN. Et donc, qui cherchaient des tentatives d'égalité et qui avaient une pensée, voilà, où il fallait qu'ils fassent progresser leur dignité dans la société alors qu'ils y étaient intégrés et donc transformer la société sans l'abolir. Pure spéculation. En fait, Norman Ajari s'est efforcé de s'intéresser à la dignité parce que concrètement, c'est ça qui mobilisait dans le milieu militant. À la base, j'aimais pas le concept de dignité et je le voyais très souvent mobilisé. C'était l'époque, tu te souviens des marches pour la dignité, etc. C'était l'époque où on était tous les deux au pire, je pense. Il y avait les marches pour la dignité, il y en a eu plusieurs, etc. Et le concept de dignité, il était fortement mobilisé dans les luttes antiracistes. Et moi, au départ, j'étais là, la dignité, c'est quoi la dignité humaine, c'est quoi ce concept libéral, etc. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai vu à quel point c'était important dans l'histoire des luttes noires, en fait. Parce que c'était vraiment mobilisé pour une affirmation déjà de l'humanité face à la déshumanisation. Et surtout, si les militants, si les cortèges, si les mères de victimes de violences policières mobilisent ce concept de dignité, c'est pas moi, connard de philosophe, qui vais arriver, qui vais dire non, ton concept il est libéral. Non, au contraire, c'est moi qui dois comprendre ce que eux voient et que moi je vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aller vers le peuple et pas lui faire la leçon dans ce genre de cas. Je pense que c'est la meilleure manière de procéder. Vous savez, c'est la théorie et la pratique. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Comme Lénine qui, je cite, voulait la révolution avec les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui. Norman Ajari part des luttes concrètes. Quand Freud et surtout Wilhelm Reich étaient confrontés à l'adhésion irrationnelle des classes populaires allemandes au nazisme, ils ont dû spéculer sur les désirs réprimés des masses allemandes. Mais pour Reich, dans le but de développer la conscience de classe et sauver sa peau en tant que juif. C'est quand même un bel objectif, j'ai l'impression. Alors, on peut critiquer Reich sur la fin de sa vie.
Mais c'est pas sérieux de dire qu'il ne pensait pas la classe. Je sais pas, allez lire Reich, arrêtez d'écouter Padurin quand il raconte ça. William Reich, par exemple, c'est un penseur qui ne pense pas la lutte des classes. Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich... Plus de 20 000 livres sont jetés aux flammes. Les étudiants nazis lancent leurs anathèmes. Contre l'exaltation des instincts corrupteurs d'âme, nous livrons aux flammes les écrits de Sigmund Freud. Toujours entouré de ses chères statuettes, Freud consacre tout son temps à achever son dernier ouvrage, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Freud se demande une fois de plus comment le juif est devenu juif et pourquoi il s'est attiré une haine éternelle. De la même manière, Fanon puis Ajari ne peuvent pas se contenter de parler des rapports de production pour expliquer le sadisme des rapports esclavagistes et coloniaux. Ils doivent spéculer, faire des hypothèses sur l'inconscient. Et ces spéculations d'abord abstraites révèlent leur caractère concret dans la répétition objective du sadisme racial. Et ce qui se répète aussi, c'est les échecs systématiques des marxistes en Occident. Et ça, c'est très concret, c'est pas spéculatif. Norman Ajari pense juste la séparation en vue d'un État panafricain communiste, plutôt que de tenter encore de convaincre les Blancs de suivre leurs intérêts économiques contre des intérêts libidinaux plus puissants. Les intérêts libidinaux ont une cause matérielle en dernière analyse. Mais cela ne veut pas dire qu'il est possible de traiter ces causes en premier. Ce n'est pas un hasard si la proposition d'Ajari, celle de la séparation dans une optique panafricaine plus que l'union des beaufs et des barbares de Boutelja, irrite encore plus nos amis marxistes. Elle écarte les blancs de la solution. Dans le fond, c'est ça, et pas la pseudo-faute en épistémologie marxiste qui vaut des insultes d'imbéciles et le mépris adressé à un militant afrodécolonial majeur auquel ils veulent expliquer Fanon. On est dans le radiculisme, c'est qu'on s'amuse à dire, voilà, bon, les blancs sont obsédés, je ne sais pas, par la bite des noirs ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est très intéressant, tu vois, mais en plus, penser ça, tu vois, c'est genre vraiment réduire, par exemple, Fanon à de l'épiphénomène. On n'imaginerait jamais cette attitude face, par exemple, une féministe blanche. Au pire, il l'invisibilise. Dans Malaise dans la décolonisation, Selwa Loust Boulbina écrit « Les privilèges coloniaux des Européens sont subjectifs et narcissiques tout autant qu'objectifs et matériels. » En dernière analyse, tous les privilèges ont une base matérielle, certes, mais seulement en dernière analyse. Sans une première analyse du racisme, il est impossible de comprendre pourquoi les Allemands, les Blancs du sud des États-Unis, les Irlandais en Jamaïque, les petits Blancs aujourd'hui en France ont pu défendre un système raciste qui ne sert même pas leurs intérêts matériels. Sans oublier le sadisme gratuit des tortionnaires d'Abu Ghraib et la perversité contre-productive des soldats sionistes en Palestine. Que tout ça ait des bases lointaines dans les rapports de production, ok, mais ça ne change rien à la nécessité de traiter le racisme dans sa réalité immédiate et affective, soit par la séparation et l'union noire, Norman Ajari, soit par un retournement stratégique des affects des petits blancs, pour Boutelja. En vérité, cette obsession des marxistes pour la cause première matérielle des choses n'est pas très matérialiste. Citons Lénine. L'opposition entre la matière et la conscience n'a de signification absolue que dans des limites très restreintes. En l'occurrence, uniquement dans celle de la question gnoséologique fondamentale. Qu'est-ce qui est premier et qu'est-ce qui est second entre la matière et la conscience? Au-delà de ces limites, la relativité de cette opposition ne soulève aucun doute. Le pape du marxisme orthodoxe, Lukács, référence principale de Position Revue, commente. Une fois de plus, Lénine souligne le caractère relatif de l'antinomie matière-esprit, abstraction faite de la question de la primauté gnoséologique. Norman Ajari est donc plus léniniste et plus marxiste que Padurin et Position Revue quand il dit « Est-ce que c'est si important que ça de savoir comment ça a commencé? Ce qui compte, c'est comment ça se termine. » Mais il y a cette espèce d'idée stupide que quand on comprend comment ça commence, on comprend automatiquement comment ça se termine. Mais c'est faux. Moi, personnellement, comment la négrophobie a commencé, je n'en ai rien à foutre. Mais je sais comment ça se termine. Ça se termine par le pouvoir noir. Ça se termine par le panafricanisme. Ça se termine par la constitution
d'États-Unis d'Afrique socialistes. Je le dis dans mes livres, je le dis là dans ton live, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et on n'a pas besoin de conjecturer sur les origines du racisme parce que quelques Blancs ont envie qu'on les rassure, qu'ils ne sont pas racistes de toute éternité, parce que sinon c'est très très grave, c'est du racisme anti-blanc ou que sais-je. On n'en a rien à foutre. Ça, c'est leur histoire à eux et leur conscience. C'est beaucoup plus important de décrire les mécanismes du racisme, y compris dans les partis politiques socialistes à majorité blanche. Paduring et Position Revue sont obsédés par la question gnoséologique, la question de la primauté de la matière sur la conscience. Eh ben, pas nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les solutions politiques que n'ont jamais trouvées les marxistes occidentaux vis-à-vis du racisme. Alors, nous n'avons aucune obligation de surveiller notre langage pour leur prouver que nous sommes bien de vrais matérialistes comme eux. C'est juste un exemple supplémentaire d'une gauche blanche qui s'indigne de voir des militants antiracistes et décoloniaux parler avec leurs propres mots et de manière autonome et d'essayer de les ramener dans leur giron. Car la seule manière de penser le monde de manière efficace politiquement se trouverait dans son épistémologie. Nous ne suivons pas la consigne individuelle et assez idéaliste lancée par Position Revue. Apprenez à penser contre vos affects. Pourquoi on vous casse les couilles sur les affects, c'est de la merde. La conscience politique et collective, c'est apprendre à penser contre ses affects individuels. Non merci. La démarche décoloniale est plus pratique et collective. Jean-Marie Tjibaou, le leader kanak, disait à propos du festival Mélanésia 2000 qu'il a organisé en 1975, « Le festival peut aider le kanak à reprendre confiance en lui-même et à retrouver plus de dignité et de fierté par rapport à son patrimoine culturel. » Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Nous, décoloniaux, on part des hommes tels qu'ils sont et de ce qui les met réellement en mouvement. Alors, on va continuer à parler de dignité, de culture et de fierté. Car les affects ne sont pas des obstacles à surmonter. On peut les utiliser. Fanon écrit, face à l'arrangement colonial, le colonisé se trouve dans un état de tension permanente. Pour Fanon, cette tension passe dans les nerfs, les muscles, les rêves, les possessions, les danses et la violence. D'abord fratricide, puis anticolonial. Il s'agit de réorienter cette tension, pas de la nier. Alors, traitez-nous de mauvais matérialistes si vous voulez, on s'en fout. En dernière analyse, tout est matériel, peut-être, mais en dernière analyse seulement. Et la dernière analyse, c'est le temps de la gnoséologie, qui peut passionner des marxistes blancs, peut-être. Pas le temps de la transformation politique qui nous occupe. Selim Nadi parle en profondeur de ce sujet dans cet article de la dernière revue Nous. D'ailleurs, c'est lui qui a réintroduit Reich dans les débats. Donc, achetez-la. L'article, c'est lui. Il est trop cool. Allez le lire, vous allez apprendre pas mal de choses. Et abonnez-vous à Parole d'Honneur, donnez de l'argent, il y a le Tipeee, il y a des dons, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, partagez des affects partout. Bon, je vais dire ce que je dis à chaque vidéo, Position Revue et Paduring restent des camarades, hein, et entre camarades, et ben voilà, on fait de la critique, de l'autocritique, et c'est comme ça, quoi. Je peux pas faire plus gentil. Attends, il m'a quand même menacé. Il m'a quand même dit qu'il allait faire de la... Et oh il m'a dit rendez-vous Gare du Nord. Non, mais ça reste des camarades, on continue et vive le marxisme, je sais pas, et voilà quoi. Non mais voilà, c'est des camarades, ça reste des camarades, mais ils cassent un peu les yeux-coups, comme on dit. Hein. Mais après, je sais pas si pour eux on est des camarades. On verra. On a aussi oublié de vous dire que Parole d'Honneur, on prépare des projets en ce moment, des gros projets pour les mois qui arrivent, les années qui viennent. Et donc, on a décidé de vous en parler le 8 mai, le jeudi 8 mai à 19h, en live sur Twitch ou YouTube. Donc, suivez les réseaux et soyez là, c'est très important. Et on compte sur vous. Salut. Et vive Fanon.